En 1 an et demi sur ta chaîne, ça m'a impressionné, t'as dépassé les 150 000 abonnés. Le son, l'image, tenue vestimentaire, lunettes de soleil, le mec pas condescendant en essai. Si je fais garçon, un V8 de 600 chevaux. T'as déjà roulé avec un V8 de 600 chevaux? Si tu fais 350 km, tu m'appelles, on fait un resto. L'électrique, oui. Moi, je trouve ça vraiment génial pour des trajets quotidiens, c'est de la bombe atomique. C'était tellement fort, j'avais du mal à tenir le volant. Ouais. Et en fait, j'atteins 359 compteurs. Nicolas, t'es l'un des youtubeurs auto les plus influents, clairement, sur YouTube et sur l'automobile. Ouais, il y en a des plus gros quand même. T'as quand même plus de 800 000 abonnés. Ouais, n'hésite pas à parler bien proche du micro. Comme ça te va? Ouais, c'est nickel. Okay. On va t'avoir avec nous durant une trentaine de minutes avec différents segments d'interview. Et forcément, la première question qu'on s'est tous posée, tu t'appelles le vendeur automobile. Ouais. Est-ce que du coup, avant, t'étais vraiment vendeur automobile en concession ou pas du tout? Pas du tout. Avant, je bossais en fonds d'investissement, j'étais directeur d'investissement. Et c'était juste, on a voulu, avec mon associé Romain Griveau, avoir un nom évocateur par rapport au business qu'on avait sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de faire des reviews hyper détaillées des voitures pour que toi, quand tu es en recherche d'une acquisition d'un nouveau véhicule, tu puisses prendre la bonne décision. Et donc, le vendeur automobile, c'est un peu tombé facilement en se disant, ok, on s'appelle comme ça, le nom est très évocateur, et donc du coup, tu viens sur notre chaîne, tu te doutes bien qu'on va pas vendre des rideaux. J'espère bien. Sinon, on aurait vraiment chié toute la partie création de le marquet. T'imagines, tu vas sur une chaîne YouTube, ça s'appelle le vendeur de tapis, et le mec te vend des bagnoles. Même pas. T'as un délire comme ça. Ça marcherait mieux dans ce sens. Peut-être que ça serait peut-être un peu plus couillu quand même aussi. Alors, t'es passionné à la base, t'es quand même passionné de bagnole. Tu me disais, t'étais du coup dans la finance, c'est ça? Et on est quand même sur deux mondes très différent. Ça n'a même rien à voir. Hein. C'est pour être plus clair, rien à voir du tout. C'est juste que j'avais fait 10 ans en finance et je voulais en fait vivre de ma passion, l'automobile, mais je voulais le faire avec un prisme business. Contrairement en fait à l'immense majorité des créateurs de contenu qui font ça par passion, et c'est génial, et heureusement qu'il y a des gens comme ça. Nous, on voulait lier l'utile à l'agréable en se disant, ok, on aime l'auto, mais on est des entrepreneurs. Et il faut absolument qu'on en fasse un business. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Parce que tu pensais que simple youtubeur automobile ne permet pas de vivre de ses propres moyens. Il y a pas assez de... C'est compliqué, en tout cas, tu as plusieurs revenus possibles. Bien sûr, tu as les revenus YouTube que tu peux avoir. Ouais, les pubs. On va dire que quand tu commences à gagner de l'argent, c'est que tu en investis. Et clairement, c'est pas rentable. Il faut vraiment que tu aies d'autres sources de revenus qui viennent s'ajouter à ça. Ouais. Tu as créé ta chaîne il y a 6 ans. Ouais. C'est quoi le vrai switch qu'il y a eu de ok, c'est bon, je quitte tout, je quitte la finance, je plie mes bagages et je me lance dans une chaîne YouTube sur l'automobile avec, comme tu l'as dit, des reviews et autres. C'est quoi ce truc là? C'était avant le Covid. On pourrait penser que le Covid a beaucoup eu de déclic chez beaucoup de personnes. Non, c'était avant le Covid. En fait, c'est assez simple. C'est comme quand tu lances n'importe quel type de business. Moi, j'ai plusieurs business aujourd'hui. Il faut que tu arrives à identifier un problème qui est dans un secteur d'activité, un segment de marché, et en fait, tu essayes de trouver une réponse à ce problème. Okay. Le problème qu'il y avait, c'était le suivant. En gros, tu n'avais pas sur Internet des reviews complètes qui te permettaient, au bout de 20, 25, 30 minutes, de dire « Ok, je connais tous les défauts, toutes les qualités d'une voiture. Donc, voilà maintenant la voiture que je vais acheter. Quelle est ma prise de décision ? Cette personne, elle va m'aider à le faire. » Et donc, à partir de ce postulat, on s'est dit « Ok, on va faire des reviews très complètes, hyper chiadées, argumentées, etc. pour que la personne se dise « Ok, je vais prendre ma décision d'achat grâce à ce type de contenu. » Ok. Tout en restant objectif sur le véhicule. T'es obligé. Tu peux défoncer des véhicules comme nous on le fait sur Volté, quoi. Ouais, bien sûr. Et nous on refuse, ça nous est déjà arrivé de refuser des opérations de communication payées par des constructeurs parce qu'en fait il n'y avait pas d'intérêt pour eux, quoi. En gros, ils allaient nous payer pour qu'on les déboîte. Donc ça, il n'y a pas d'intérêt avec ça. Ouais. Et est-ce que tu as une problématique, tu vois, parce que c'est pas la même cible, tu vois, les acheteurs de voitures neuves, souvent ils ont 55, 60 ans en moyenne, un truc comme ça. Du coup sur YouTube, tu as une cible qui est beaucoup plus jeune. Et est-ce que ça c'était pas trop une problématique, tu vois, pour toi de... Non, parce qu'en fait, c'est dans la manière que tu as de présenter le produit que tu vas créer ton ciblage. Donc en gros, si tu fais du contenu assez sérieux, assez argumenté, assez analysé et préparé, tu vas toucher une cible d'autant plus âgée. Et forcément, tu vas, par rapport à d'autres créateurs de contenu, par exemple GMK qui fait un contenu incroyable, qui est le premier créateur de contenu français, tu vois, c'est fou ce qu'il fait en audience. GMK, avec son contenu autour du divertissement, il va plus toucher des cibles jeunes que moi, avec un contenu, on va dire, plus polissé et sérieux, où là, je vais clairement m'adresser à des gens qui vont avoir
entre 35 et 50 ans en moyenne sur la chaîne. Okay. Ouais, c'est comme ça que ça se fait. Et comment t'as... Je suis abonné à ta chaîne depuis quelques temps, j'ai maté un peu tes vidéos, tout ça, et je vois aussi qu'il y a beaucoup plus de reviews sur des voitures électriques. Comment t'as vécu l'arrivée un peu, le boom de la voiture électrique sur ces 5 dernières années? Comment s'adapter à ça? Et à la base, t'es peut-être plus puriste, plus thermique, je sais pas, tu vois, alors... En fait, si tu veux, moi, je suis pas clivant sur ce sujet, c'est-à-dire, j'estime que pour des trajets quotidiens, des trajets de tous les jours, vaut mieux avoir une caisse électrique. Hein. Ouais. Par contre, il est clair que quand tu veux une voiture plaisir et vraiment aller faire du circuit, etc., une voiture thermique, c'est quand même beaucoup plus galvanisant. Ça, c'est mon avis personnel. Comment je m'y suis mis? En fait, de manière un peu obligatoire, parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gammes des constructeurs automobiles qui commercialisent des véhicules en France sont électrifiés. Donc, on est un petit peu obligé de s'y mettre. Moi, je trouve ça plutôt pas mal dans beaucoup de segments de marché, notamment pour des délits, de se mettre à l'électrique, encore une fois. Et après, comment s'y mettre? C'est assez simple, en fait. Il faut s'intéresser aux réseaux, aux infrastructures de recharge, aux gammes qui évoluent des constructeurs auto. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend compte dans le marché automobile actuel, même si y a un petit regain qui est en train d'arriver sur le thermique, force est de constater que l'électrique, pour beaucoup de trajets quotidiens, c'est quand même pas mal. Nous, on écrit beaucoup sur Volté sur un peu ce retour en arrière des constructeurs. Je sais pas, on a qui en tête? On peut citer qui? Porsche, Volkswagen, tout le groupe Volkswagen de façon générale, Ford, il y a beaucoup de... Pourquoi ils font ça? On peut rappeler un peu le contexte? Stagnation des ventes de voitures électriques en Europe, pour plein de raisons différentes, des suppressions de bonus un peu à droite à gauche, aussi des voitures qui sont très peu concurrentielles par rapport à ce qui se passe en Chine, et en Chine ils sont éclatés par tous les concurrents. Et puis je pense aussi, tu as un surstockage aussi de beaucoup de véhicules neufs, et ils sont obligés de répondre à ça. Donc, quand tu surstockes, ça veut dire que tu ne vends pas, et donc tout constructeur automobile, ça reste des entreprises, et ils se doivent de générer des marges, ils se doivent de payer leurs équipes. Et aujourd'hui, tu vois un constructeur comme Porsche, ils ont sorti des voitures électriques qui sont incroyables, mais en fait qui ne répondent pas encore de manière large aux besoins des clients. Je te prends l'exemple du Macan, qui est une caisse incroyable. Le Macan, moi j'ai essayé, c'est vraiment de la bombe atomique, mais pour autant, moi, je trouve ça pertinent, mais il y a plein de gens, en tout cas les acheteurs Porsche, ne trouvent pas ça assez pertinent pour être prêts à faire un chèque de 130 000 €. Et du coup, ils se disent, ok, on était en 100% électrique sur cette plateforme du nouveau Macan, mais maintenant on va la mettre en hybride et peut-être en thermique sur certains modèles exclusifs et performants. Et en plus, j'imagine aussi couplé au marché de l'occasion qui se développe de plus en plus, ça aide pas sur le marché de la vente de véhicules neufs, quoi. Alors, exactement. Finalement, sur les 4-5 dernières années, il y a eu quand même un gros boom, des ventes importantes, le marché de l'occasion se développe, les gens ils disent, attends, pourquoi pas l'électrique, mais un peu moins cher, quoi. Alors. Ouais, exact. J'ai vu que en 1 an et demi sur ta chaîne, ça m'a impressionné, tu as dépassé les 150 000 abonnés sur grosso modo cette période. Les 2 premières années, tu veux dire? Ouais, sur les 2 premières années, c'est quand même une ascension assez folle. Ouais. Je voudrais que tu me racontes un peu comment tu as vécu le truc et pourquoi, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as mis en place. C'est un phénomène quand même assez fort, quoi. Alors... en fait, c'est simple, c'est une stratégie de contenu. En gros, sur les réseaux sociaux, ça, je fais beaucoup de conférences pour Google, pour YouTube, pour aussi le groupe Meta. T'as que 4 typologies de contenu qui sont pris en compte par les réseaux sociaux. Donc le premier, c'est la fascination. Je sors des trucs je présente une caisse hyper rare, etc. Ça marche. La nouveauté. Je présente la toute dernière Porsche 911 avant tout le monde, ça va cartonner. La troisième, c'est le divertissement. Bien sûr, qui va, en fait, c'est l'immense majorité des contenus que tu peux trouver. Et puis le quatrième type de contenu, c'est bien sûr l'informatif. Je t'explique comment marche un moteur électrique. Ça fonctionne. Et donc, une fois que, si tu veux, j'avais vu ce qui fonctionnait, moi je me suis dit, je vais me positionner dans un peu la fascination, mais surtout les nouveautés. Donc j'ai essayé d'avoir les nouveautés avant tout le monde. Et des nouveautés comme le Rolls Cullinan, qui est un modèle qui a lancé ma chaîne. En fait, c'est une vidéo qu'on avait postée qui avait fait plus de 200 000 vues immédiatement. Et à partir de là, j'avais gagné genre 25 000 abonnés. Ah ouais, sur une vidéo de 200 000 vues, t'as gagné 25 000 abonnés? C'est une scène. C'était ouf. Et en fait, à partir de là, ça a lancé la chaîne. Et j'avais aussi fait des vidéos avec Akram à l'époque. Et Akram il le sait, je lui en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est vraiment lui. Un jour, je fais une vidéo avec lui. J'avais 4000 abonnés. Le lendemain, j'en avais 7500. C'est dingue. Il avait été hyper sympa. Il avait dit à sa commu, maintenant, les gars, faut vous abonner et tout. Et puis, ça s'arrêtait pas, en fait. Et je voyais plein de gens qui s'abonnaient grâce à Akram. Donc, en gros, c'est stratégie j'avais fait un cross avec un autre créateur. Et en plus de ça, stratégie pour mettre en avant de la nouveauté. Et ça avait cartonné.
Ouais. Ok, je sais pas si on a fait ça nous sur Frandroid 200 000 en 2 ans. On a quand même plus de 500 000, pas déconnant. Mais tu vois qu'au bout d'un moment, tu passes un peu tu passes le cap, ok, mais au bout d'un moment, c'est doucement, quoi. C'est lent, c'est un travail de longue haleine, etc. C'est quoi ton rythme de publication C'est entre 1 et 2 vidéos par semaine sur YouTube, et après, c'est tous les jours sur Instagram et TikTok. Ok, les réseaux sociaux, j'imagine que tu extrais des bouts de vidéos que tu remets après. Ou tu fais de la création pure. On fait de la création pure. On fait de la création pure. Tu me disais, vous étiez quand même une dizaine dans la boîte. Enfin, il y a une vraie entreprise derrière. C'est ça qui est ouf, quoi. En fait, le délire, c'est que tu vois les gens sur YouTube, je me permets juste, et tu vois juste la personne qui incarne la chaîne YouTube. Et parfois, tu te rends pas compte que derrière, il y a toute une équipe, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. On est 12 sur la partie média et sur la partie formation, parce que je fais aussi des formations. Je forme les vendeurs en concession à l'augmentation de la performance commerciale. Et là, on est un peu plus d'une vingtaine. Ok, il y a quand même du monde. Ouais, bien sûr. C'était quoi les gros défis sur la chaîne Le Vendeur Automobile? Des défis à surpasser, du défi technique, du défi de notoriété, du défi parfois de doute plus personnel, je sais pas, toutes sortes de défis, quoi. Les gros défis, c'est qu'il faut absolument que ton contenu soit orienté vers le bénéfice du viewer, quoi, de la personne qui va te regarder. Donc en fait, le premier défi, c'est essayer de comprendre les attentes des gens qui te regardent. Et ça, au début, j'ai eu énormément de mal à comprendre ce que eux voulaient. Parce que souvent, en fait, tu regardes toutes les gens qui lancent leur chaîne YouTube, en fait, ils se font plaisir à eux avant de faire plaisir aux gens qui les regardent. Et en fait, il faut faire plaisir aux autres, pas à toi. Et donc ça, au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Donc ça a été mon énorme défi. Et ensuite, après, ton deuxième défi, c'est en faire un business. C'est-à-dire qu'il fallait au début, alors maintenant c'est bon, ça roule, on a une équipe de commerciaux, etc. Mais au début, il fallait arriver à convaincre des services marketing, des agences de communication que la télé, la radio et la presse écrite étaient quand même en train de diminuer, pas de disparaître, mais de diminuer de manière assez significative, et que le digital représentait en fait le futur. Alors aujourd'hui, je t'en parle, tu vas me dire ok, mais merci, tu m'apprends rien, mais je peux t'assurer qu'il y a 6 ans... Même encore maintenant, c'est compliqué parfois. Donc il y a 6 ans, en effet, c'était une mais on nous prenait. Moi, j'avais fait des rendez-vous avec mon associé, on arrivait et tout. On a toujours été hyper bien reçus par les constructeurs. Franchement, je peux pas dire le contraire, vraiment, en toute objectivité, les constructeurs auto, ils ont toujours été hyper sympas avec nous. Avec la presse aussi, hein. Non, mais ils pourraient tomber sur des gens antipathiques et tout, ils sont hyper sympas, je peux pas dire le contraire. On a cette chance dans ce milieu d'être dans un milieu de passionnés, les gens sont cool. Mais malgré ça, on allait les voir et tout, ils me disaient, les gars, vous êtes cool, mais bon, YouTube... c'est quand même une plateforme pour les gamins, etc. Alors ça a vachement changé. Aujourd'hui, les stats, elles sont hallucinantes. Tu regardes les dernières stats de We're Social qui ont été publiées il y a quelques semaines. En France, en 2024, 81,7% des gens sont connectés au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux. Et en moyenne par jour, sur les réseaux sociaux, ils y passent 2h37. Donc je vais te dire, le mec qui me dit aujourd'hui, j'annonce pas sur les réseaux sociaux, il s'en fout furieux. Vraiment, hein. Je rigole pas. Comment on gagne sa vie en tant que youtubeur auto? Alors tu m'as parlé de business, etc. C'est quoi les différents leviers financiers qu'on peut avoir et qu'on peut... C'est compliqué. Levier financier, si tu veux, après, c'est d'apporter de la valeur pour le client. C'est-à-dire, en fait, tu vas pouvoir générer un chiffre d'affaires qui va être en phase avec la valeur que tu apportes à ton prospect, à ton client. Donc c'est ça en fait, mais c'est comme dans n'importe quel business. Et toi, t'as aussi tu fais de la formation à côté. T'as pas que la chaîne YouTube aussi, c'est ça? Non, quoi. Alors, on fait de la formation, donc on accompagne des équipes commerciales, que ce soit dans l'automobile, mais dans plein d'autres secteurs d'activité, à augmenter leur performance commerciale via du travail sur leur posture, l'aspect comportemental, l'aspect psychologique de la négociation, pour les amener à se transcender face à un client. C'est assez marrant comme... Comment tu choisis les bagnoles sur la chaîne? Il y a quand même pléthore de bagnoles sur le marché, tu peux pas toutes les tester, quoi. C'est quoi les critères un peu En fait, il y a 2 critères principaux. Nous, il y a le premier type de contenu, c'est du grand public. Donc là, on fait en fonction de la nouveauté, quoi, de l'actualité du marché. Et le deuxième, c'est en fonction des sorties, des exclusivités. On travaille avec beaucoup de préparateurs allemands, on travaille avec Brabus en exclusivité. On est le seul média français à travailler avec Brabus aujourd'hui, même télé confondue. On a un contrat d'exclus avec eux, c'est top. On travaille avec Manard Performance, 9FF, Roof, TechArt, Motor & Technique Mayer, avec G-Power aussi, enfin tous les préparateurs allemands, et ça, les Français adorent ce genre de contenu. Et puis après, on travaille aussi avec de l'ultra exclusif comme Bugatti, Ferrari, Lamborghini. Donc tu vois 2 types, actu
et fascination en type de contenu. Et après, la vraie question, c'est une question aussi qui nous concerne, nous, les journalistes auto. Comment tu notes des bagnoles? Comment tu évalues les bagnoles? Sur quels critères? Sur quoi tu te focuses? C'est intéressant parce que j'imagine aussi que tu t'adaptes peut-être aux viewers, peut-être qu'ils veulent savoir certaines choses sur certains... Voilà. En fait, encore une fois, j'ai demandé à ma communauté quels étaient les critères les plus importants. Alors, je te prends l'exemple d'une voiture électrique, parce qu'on parle aussi de ça dans votre émission. Une voiture électrique, moi, je regarde, c'est entre 4 et 5 critères. Premier, ça va être le design, l'attractivité visuelle. Ouais. Le deuxième, ça va être le niveau d'équipement que tu peux avoir sur le véhicule, les technos, etc. Ensuite, tu vas avoir la puissance de recharge du véhicule. En quatrième, ça va être l'autonomie. Et enfin, en 4, ça va être le confort et l'agrément de conduite. Ok. 5, pardon. T'as dit l'infodivertissement Ouais, c'est dans les technos. C'est dans les technos. L'équipement, ouais, bien sûr. Oui, c'est primordial. C'est quelque chose qu'on a intégré, qu'on a beaucoup plus intégré quand t'es arrivé, Vincent, notamment tout ce qui est sur les électriques, le planificateur d'itinéraire, qui est genre un must-have, quoi, quand t'as une caisse. Et l'infotainment, j'ai vu que t'avais testé la R5, quoi. Et la différence entre un système sous Android Auto versus un système genre Stellantis où le truc RAM, le truc est affreux. Enfin, est-ce que tes viewers, eux, ils aiment bien ça? Enfin, ils font gaffe à ça quand ils achètent, tu vois? Ou alors, c'est pas forcément le... Des gens qui sont vraiment très amateurs de ce genre de techno, oui, ils vont faire attention. Après, quand tu fais, je sais pas, 200 000 vues sur, tu vois, j'ai essayé des Xpeng, des BYD. BYD, on fait des audiences de fous furieux. Sur BYD Seal, je crois qu'on a fait 450 000 vues sur la vidéo. Je t'avoue que des gens qui font vraiment attention à ça, il y en a moins de 5%. Par contre, c'est des gens qui vont regarder ta vidéo de la première à la dernière seconde. Donc voilà, et après il y a plein d'applications aujourd'hui qui existent pour t'aider justement dans tes itinéraires si tu souhaites aller loin en voiture électrique. Alors il y a Benny qui, si je fais scène là normalement, il y a Benny qui nous dit, alors pas forcément d'accord avec l'intervenant, je vais sur YouTube pour avoir un autre avis, pas un avis mainstream que tout le monde veut. Alors je sais pas si c'est totalement ce qu'on a dit là non plus. Ouais, c'est pas très clair Benny. Du coup tu penses que quoi, c'est-à-dire que tu penses que les gens qui vont sur ta chaîne c'est pour avoir un avis mainstream ou c'est pour avoir plutôt un avis perso, un avis très subjectif d'une personne qui se connaît très bien en automobile. C'est peut-être un peu ça la finalité de la question. Moi, c'est pas un avis mainstream parce qu'il y a un peu de... Enfin, moi, je peux être clivant sur certaines approches, notamment sur le design. Si j'aime pas une voiture sur le design, je vais le dire, je vais expliquer pourquoi. Donc, moi, c'est pas du tout un avis mainstream. Je donne l'avis de quelqu'un qui teste beaucoup de voitures et qui du coup a un recul, on va dire, assez précis sur son analyse d'un essai d'un nouveau véhicule. Et ce qui est drôle d'ailleurs sur le design... C'est intéressant en tout cas ce qu'il dit. Carrément, et sur le design, moi ce qui m'avait choqué, c'est qu'en effet c'est le critère numéro 1 d'achat d'une voiture en Europe ou en France, je sais plus, c'était quoi l'étude. Et pour moi je me disais, c'est drôle parce que tu vois, il y a beaucoup de Dacia qui se vendent, il y a beaucoup de Clio qui se vendent et tout, je me disais, une voiture pour la plupart des gens c'est utilitaire, et en fait non, le côté design c'est le plus... Donc tu confirmes. Tu le vois, bien sûr, je vais te prendre un exemple, Land Rover. Land Rover qui aujourd'hui, moi je suis client chez eux. Aujourd'hui, ils sont malheureusement assez attaqués sur la fiabilité de leur modèle, bien qu'ils aient fait des énormes efforts ces derniers mois. Et pour autant, ils n'ont aucun mal à vendre. On en parlait juste avant, Nico. Autre remarque de Schtroumpf, les gens regardent plus la télé, ils regardent YouTube, Twitch. C'est assez marrant, c'est une discussion qu'on avait eue juste avant l'émission là. J'avais fait un sondage sur mon Instagram, c'est marrant ça comme réflexion, on me la sort souvent. J'avais fait un sondage sur mon Insta et j'avais eu 27 800 personnes qui avaient répondu à la question suivante: est-ce que vous continuez à regarder du contenu télé pour prendre vos décisions d'achat automobile et même pour le plaisir? Et en fait, on avait 94% dans ma communauté qui disaient que non, ils continuaient pas, ils préféraient aller sur YouTube, Instagram, etc. Alors, vous allez me dire, ok, je l'ai fait sur Instagram, donc à la base c'est un petit peu pipé comme truc, mais c'est intéressant. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit dans les usages. Est-ce que là, on est que 4? Je sais pas quel âge vous avez. 62 ans. Tu ne sais pas. Par exemple, aujourd'hui, autour de la table, est-ce que l'un d'entre vous regarde la télé plus d'une heure par jour? Non. Non, je n'ai plus de télé chez moi. Avis aux annonceurs, si vous regardez cette émission, on est là. Je n'ai plus de télé chez moi et c'est vrai que ça reste une remarque intéressante. Est-ce qu'il y a une voiture qui t'a totalement surpris, en bien ou en mal, lors d'un essai, Nico? Ouais, bien sûr. Après, il y a plein de voitures, surtout des voitures de préparateurs. Les Allemands sont les spécialistes dans le monde de ça, et la marque qui d'ailleurs je suis pas le seul à essayer des bagnoles qui a vraiment marqué mes esprits, c'était une Porsche 9FF préparée par 9FF, donc c'était une Porsche 997 turbo dans laquelle ils avaient installé un turbo hybride. Elle sortait 1375 chevaux avec du super éthanol, et là je crois qu'on a même des images. Ça c'était une 306 T16. C'est une autre bagnole. C'est une autre bagnole. Alors je vais te parler de ça. Ça c'est un essai que j'ai fait, donc c'est un mec, Louis Drone, qui est un pote, qui est un mec excellent au volant,
très bon pilote. Il est tellement fort, et c'est pas pipé ça. Il est tellement fort en rallye, le mec, qu'il fait de la conduite à vue. Donc en gros, si tu veux être copilote pour ce mec-là, bah, tu payes, tu te mets à droite, tu prends ton téléphone, t'allumes et tu filmes. Il s'en fout que tu lui donnes les notes, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et le mec m'a dit, viens dans le sud, on va se marrer et tout. Et c'est un mec hyper sympa, Louis, et qui est très doué au volant. D'ailleurs, si on regarde l'émission, je lui fais un bisou. Et en fait, on a fait l'essai et il a roulé à tombeau ouvert, bien sûr, sur route fermée, hein, bien évidemment. Et ça, c'était vraiment hallucinant en termes de sensations. Tu roules à 230 sur des routes où normalement tu roules en vélo. Hein. C'est un délire. Mais j'ai vu les petites routes là, ce que j'aurais pu faire pendant la Loire à vélo l'année dernière. Quoi. Alors... Fais attention la prochaine. T'imagines, tu vois une caisse débarquer, tu vois le truc sauter au-dessus de toi, tu sais. Si tu vois lui arriver, jette-toi dans le bas-côté. Alors rassure-moi, c'était balisé la zone et tout. Ouais, parce que t'imagines, tu vois une bagnole cassée. Je sais qu'on a des images aussi de la Porsche. Ouais, de la 9FF. Je sais que toi, t'es un grand fan de Porsche aussi. Et c'était là, qu'est-ce qui t'avait ça, c'est une Porsche 9FF, donc 997 turbo avec un turbo hybride qui est entièrement préparé et qui doit peser à peu près, je sais pas, 1230 kg, avec 1375 chevaux. C'est une boîte méca. Et en fait, j'avais fait un premier run le matin, j'étais monté à 359 km/h sur Autobahn. Ah vache. Et en fait, j'ai passé entre la 5 et la 6e, j'étais à 294 km/h en 5, et quand j'ai passé la 6, j'ai embrayé. J'enfonce la pédale, je la relâche, j'accélère à fond. En fait, j'ai été propulsé au fond de mon siège. J'étais à 294 km/h. Et le compteur de vitesse, il continue à accélérer. C'était tellement fort, j'avais du mal à tenir le volant. Et en fait, j'atteins 359 compteurs. Et j'avais pas... c'était le premier run, on n'avait pas mis de GoPro à ce moment-là. J'ai filmé 318 km/h. Malheureusement, j'ai pas eu les 359. Et en fait... J'ai un pote, je lui dis c'est hallucinant, il était sur le tournage, il est monté à côté de moi et il m'a pris le bras pendant tout l'essai. Il était là, mec, arrête, s'il te plaît, arrête. Tu te chies dessus. Vraiment, sur une caisse comme ça. Et même question, mais sur vraiment la partie électrique, est-ce qu'il y a vraiment une caisse électrique qui t'a marqué coup de cœur et tu dis, ok, c'est grisant, quoi. Alors, en fait, c'est sur le 0 à 200 que c'est fou une voiture électrique. Non, ça nous parle toujours 0 à 100. Et Nicolas, il arrive, il nous parle de 0 à 200, quoi. Après, moi, j'ai fait plein de voitures, j'ai fait du 0 à 300 avec plein de voitures. Le 0 à 200 sur une voiture élect comme une Tesla Model S Plaid, c'est hallucinant. Pour te dire, le 0 à 200 sur une Tesla Model S Plaid, c'est comme une Bugatti Chiron Super Sport qui fait 1600 chevaux. C'est pareil. C'est violent. C'est violent. T'as pas le bruit de moteur et tout, mais je peux te jurer, quand t'es au fond de ton siège, t'as pas intérêt à avoir bouffé un cassoulet la veille. Franchement, le mot, je crois, c'est vraiment violent, quoi. Vraiment, physiquement, tu le ressens. Bien sûr, t'es propulsé au fond de ton siège. Mais la Model S Plaid, on l'avait essayé sur l'autoroute, genre à 100, t'écrases l'accélérateur et la reprise est hallucinante. C'est ce que tu disais avec la Porsche un peu, quoi. C'est genre le truc, alors qu'il est à 100 et que normalement à 100, déjà le moteur il est un peu essoufflé. Mais c'est ce que tu dis, c'est marrant. Si tu préviens pas les gens qui sont dans ta bagnole, t'accélères à fond, mais laisse tomber. Hein. Tu as un coup du lapin. Ça hurle, c'est qui me l'avait fait en essai auto? C'était pas toi? Non, j'y suis jamais monté en essai avec toi. Mais je sais que les gars de la rédac. Ça, c'est la grosse blague. Hein. Putain, j'ai pas fait tomber mon portable derrière. Le mec qui cherche, tu lui envoies une grosse gouache, et là, il crève derrière. C'est impressionnant. Question plus globale, je me pose la question de le vendeur automobile, le métier de vendeur automobile. Est-ce que ça a encore un vrai avenir, alors que lorsqu'on voit que tu as beaucoup de constructeurs se mettent un peu à la sauce Tesla et la vente en ligne, ça me fait poser un peu cette question-là dans un spectre plus métier business, quoi. Alors effectivement, ils ont un modèle qui est assez disruptif dans la distribution automobile, Tesla. Pour autant, le contact humain dans l'acquisition d'un véhicule est selon moi toujours important. Et il a quand même de belles années devant lui encore. Je pense pas que ça s'arrête du jour au lendemain. Après, pour autant, moi je trouve ça sympa de pouvoir commander ta bagnole en ligne. Moi je l'ai fait plein de fois. Moi j'ai acheté plein de voitures à distance. J'avais pas vu la bagnole. Mais j'ai quand même besoin d'un bon feeling avec le vendeur. Sinon, t'as appelé quoi avant? J'ai appelé, il m'envoie une vidéo. Le mec il a pignon sur rue, il est bien noté. Il y a de la réassurance. T'y vas. Après, ça dépend de la voiture que t'achètes. Moi les voitures tous les jours, il y a pas de souci. Par contre, voiture plaisir, je vais l'avoir. C'est la voiture plaisir, c'est un achat un peu à part, si je puis dire. C'est pas quelque chose. Toi, vous en pensez quoi, vous les gars, sur l'avenir du vendeur automobile en concession?
On voit que Tesla quand même a instauré un peu une nouvelle, pas une nouvelle norme, mais des nouveaux standards qui plaît un peu à la concurrence. Moi j'ai un avis très tranché sur la question parce que je déteste les vendeurs automobiles. Je suis désolé si on a dans le nombre de fois en fait tu te fais un peu avoir quoi. En fait moi je déteste le marchand de tapis. T'es là où c'est un peu cher. La dernière, bon je propose 2%. Allez je vais voir le chef. En fait il va se faire un café, il revient 5 minutes après. Bon je peux avoir 4%. Tu vois, alors qu'au moins Tesla tu sais qu'il n'y a pas de restaurant, personne n'en a et tu te fais pas avoir. Alors que ta voiture tu vas voir ton voisin. Moi je l'ai eu 10% moins cher que toi. Ah purée, j'aurais pu la revendre à moitié. C'est ça que j'ai du mal avec ça. C'est le côté un peu marchand de tapis. C'est ça. Alors t'as raison, mais ça c'est un peu à l'ancienne. C'est en train de se normaliser chez les constructeurs automobiles. Tu vois des constructeurs comme Toyota ou Lexus où là clairement ça ce genre de comportement ils l'ont pas trop. À part peut-être sur l'occasion et encore. Mais ce côté marchand de tapis, c'est quand même en train de se calmer. Heureusement. Mais tant mieux. Mais c'est très désagréable. Parce qu'en fait, t'achètes la bagnole et ton voisin il dit je l'ai eu à 5% de moins. T'as l'impression que t'as pris une pilule. T'as un somme ultime en plus. T'as un somme ultime. Toi, t'en penses quoi, JB, sur la question? Moi, je suis d'accord sur le côté humain important. Enfin, faut quand même pas oublier que pour beaucoup de personnes, l'achat d'une voiture, c'est quand même un achat qui est vraiment conséquent. Ils ont besoin d'être rassurés. Après, effectivement, le côté amateur marchand de tapis, c'est quelque chose qui moi aussi me déplaît beaucoup. Il y a quand même de plus en plus ce qui s'appelle les genius, les experts produits qui sont en train de se développer aussi dans les concessions. Bien sûr. Et qui là peuvent avoir vraiment un avis vraiment expert sur la voiture et laisser le côté commercial du coup aux commerciaux. Ça peut être un bon duo. Carrément. Oui, c'est complémentaire finalement peut-être. D'ailleurs, c'est mis en place, ce que tu dis, c'est très vrai, dans énormément de groupes de distribution auto. L'expert produit, c'est vraiment un plus. Écoutez les gars, on va passer à la suite de l'interview. Mais avant ça, forcément, parce que j'adore ça, j'ai envie de dire jingle. Oh ben ok. C'est un jingle flash. Alors, on va passer à l'interview. Alors, je sais pas pourquoi c'est flash charge derrière, mais c'est pas très grave. On va passer à l'interview tête à queue. Alors, le principe, il est très simple. Je vais te poser une série de questions, Nicolas. Tu devras y répondre le plus rapidement possible dans un temps imparti d'1 minute. Attention, tu n'as le droit qu'à 2 choix de réponse, oui ou non. D'une minute par question. Alors, c'est le plus de questions possible en 1 minute. Normalement, on a une petite DA pour ça. Alors, si je redis jingle, peut-être que Naël, tu vas balancer la... Ah non. Ok, je lance 3, 2, 1, c'est vrai. J'ai complètement oublié ma répétition de tout à l'heure. Je vais refaire le lancement. On va partir sur l'interview en tête à queue. Alors, le principe, il est très simple. Nicolas, je vais te poser une série de questions. Tu devras y répondre le plus rapidement possible dans un temps imparti d'1 minute. Jusque-là, c'est très simple. Attention, tu n'as le droit qu'à 2 choix de réponse, oui ou non. Alors, c'est parti dans 3, 2, 1. C'est parti. La fin des voitures thermiques en 2035 est une bonne chose. Non. Les voitures électriques peuvent procurer du plaisir. Oui. As-tu déjà roulé à plus de 300 km/h au volant d'une voiture? Oui. L'industrie automobile va dans le bon sens. Non. Une voiture moche peut être attachante. Oui. Si tu devais choisir entre une supercar électrique et une thermique, prendrais-tu l'électrique? Non. As-tu déjà regretté un achat automobile? Non. La limitation à 50 km/h du périph' parisien est une bonne chose. Non. As-tu déjà eu un accident en testant une voiture? Oui. Avoir une voix grave comme celle du voteur automobile, ça aide pour booster sa chaîne YouTube. Oui. As-tu déjà eu peur en conduisant une voiture? Oui. Il y a vraiment trop de SUV en France. Oui. Le luxe, c'est cool. Non. La moto procure un sentiment de liberté encore plus unique que la voiture. Oui. Porsche est la plus belle marque du monde. Oui. Et enfin, l'automobile, c'était mieux avant. Oui. Allez, joli. Oh putain, on est bien là, les gars. Tac, tac, tac. Tu m'as fait douter sur ces 3 questions. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était cool en vrai. Ouais, très sympa. La dernière fois, on l'avait fait avec Maxime Fontanier. Ouais, mais pas exactement. Ouais. Mais pas dans le même format. C'était un choix de réponse plus libre. Mais du coup, c'est vrai que c'était un peu long, etc. Et là, d'avoir un truc oui, non, très marqué, c'est quand même pas mal. Tu dis, l'industrie automobile va dans le bon sens. T'avais répondu quoi? J'ai répondu non, parce que en fait, selon moi, l'industrie automobile, elle doit faire du multiplateforme. Ok. Pour les raisons suivantes. En fait, si tu veux, dans tout marché, les produits, les services qui sont proposés à des consommateurs, ils doivent répondre aux besoins des consommateurs. Quand par exemple, je vois des voitures routières qui sont proposées à des gros rouleurs en full électrique, c'est selon moi pas toujours adapté. Je dis bien pas toujours. Tu peux être un énorme rouleur en faisant du 150-200 km par jour entre ton travail et ton domicile, ça c'est facile. Par contre demain, moi j'ai cette problématique dans mon métier, je vais faire un tournage à Stuttgart.
Le lendemain, on me dit, ok, mais tiens, il y a un truc, faut que tu ailles à Düsseldorf. Mais à Düsseldorf, on sait pas vraiment où on va être. En électrique, je peux pas le faire. J'ai essayé de le faire plusieurs fois. Et pourtant, je suis à fond sur, j'adore la tech, je suis un peu geek, tu vois. Donc, j'adore les applis et tout, ça me fait kiffer. Mais pour autant, c'est compliqué. Donc, le multiplateforme est, selon moi, l'avenir de l'automobile. L'électrique, oui. Moi, je trouve ça vraiment génial pour des trajets quotidiens. C'est de la bombe atomique. Je vois pas l'intérêt, par exemple, d'avoir une petite R5 thermique. Okay. Je trouve ça génial de l'avoir en élec. Pareil pour, tu vois, un gros monospace avec des petits trajets et tout, c'est vraiment génial. Après, il y a aussi de l'hybride rechargeable avec des grosses batteries, ça peut être intéressant. Et pour des voitures de sport, bien évidemment, des moteurs thermiques qui peuvent utiliser de l'hybride rechargeable avec de l'essence synthétique ou de l'essence synthétique pure, ou sinon de l'hybride rechargeable avec de l'éthanol. Okay. Ça, c'est vertueux. Et ça, du coup, ça répond aussi à ta réponse à oui sur la fin des voitures thermiques en 2035 est une bonne chose. Non, tu as répondu non à ça. J'ai répondu non, ouais. C'est un écho à ça. Ouais, c'est un écho à ça. Moi, je suis pas fermé du tout à l'électrique, bien au contraire. Je trouve ça top sur plein de types de voitures. Mais il y a des types de voitures. Par exemple, une voiture de sport. Bah, regarde, Porsche, ils ont voulu sortir le Cayman et le Boxster en full électrique. Ils ont demandé à leurs clients. Les clients, ils leur ont dit, les gars, ciao. Bugatti, j'étais au téléphone avec le président de Bugatti la semaine dernière, Christophe Piochon, et je lui ai demandé, les Bugatti vont être électriques. Il me dit, le problème, c'est que les clients, ils veulent pas trop. Après, ils n'auront pas le choix, non? À terme 2035, c'est une finalité législative. C'est en train de switcher. Est-ce que tu as testé la Lucid Air Pas encore. Ok, parce qu'ils viennent de sortir la version avec 960 km WLTP, avec la recharge rapide. Donc là, ça commence un peu à causer. Quand tu disais, tu as des longs trajets en Allemagne, machin. Là, ça peut être sympa. Quoi. Ouais, ça peut être génial. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai testé là, il y a 2 semaines et demie à Chamonix le Classe G électrique. J'ai adoré. Parce que ça va bien avec la philosophie de la casse au final. Et il y a des mecs qui me disent ouais, il n'y a pas d'autonomie. Je fais garçon, un V8 de 600 chevaux. T'as déjà roulé avec un V8 de 600 chevaux? Si tu fais 350 km, tu m'appelles, on fait un resto. Parce qu'en fait, c'est juste que les gens ont des idées préconçues sur l'électrique. Et je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur des moments. Il y a des trucs cool dans l'électrique. Franchement, il y a des caisses qui sont hyper sympas. Je prends un exemple extrême aussi. Rolls Spectre. Tout le monde me dit ouais, c'est le V12 Rolls et tout. Mais attends, une Rolls, ça sert à quoi? Le confort et le silence. Pourquoi tu mets un V12 Non mais tu vois, à un moment, faut prendre un peu de recul sur les choses. Et après, sur les problématiques dont tu parlais en Allemagne, je me dis qu'aussi, à terme, avec un réseau de maillage toujours plus dense et des technologies de batterie qui évoluent quand même à vitesse grand V, on va arriver en fait à terme aussi à faire des trajets aussi longs qu'en voiture essence à l'électrique. Et que ça répond aussi à ce type de problématique. C'est qu'une histoire de temps finalement, j'ai l'impression. C'est ce qu'on voit un peu survolté, quoi. Ça. Enfin, c'est fou à quel point ça va vite, quoi. Dans l'électrique, la R&D, ça y va, ça y va, quoi. C'est une question de moyens, quoi. Il y a une question de moyens. Si on décide de mettre un gros billet dessus, ça va faire bouger les choses. Ouais, bien sûr. Pourtant, faut-il le faire. Ouais. Écoutez, on va passer à la troisième partie de l'interview, en petit react image, mais avant ça, évidemment, alors jingle, si c'est vraiment un petit jingle survolté. Voilà. J'aime bien le DF. Nicolas, on va faire un react image. On a sélectionné 3 images plus ou moins récentes de toi et on va pouvoir du coup commenter tout ça. On va te les montrer avec la première image. Alors ça, tu te rappelles de ce que c'est? C'était une des toutes premières vidéos de la chaîne. Ta première 2018, ouais, je crois. C'est le premier essai de ta chaîne. C'était un X2, 192 chevaux si je me trompe pas. Ok. Ouais, effectivement, bon, il y avait rien qu'à aller, quoi. Le son, l'image, tenue vestimentaire, lunettes de soleil, le mec pas condescendant en essai. Bon, voilà, faut bien commencer. Hein, voilà. C'était rigolo, ça s'est passé comment un peu le premier essai c'est nouveau, quoi. C'est un truc, tu découvres un monde. Moi, je savais pas trop parler. Enfin, j'étais pas très à l'aise, etc. Tu découvres un nouveau monde. Faut essayer. Hein. Tu sais, souvent, c'est facile de critiquer, mais faut le faire. Faut faire les choses. Puis après, on discute. Mais bon, faut bien commencer par quelque chose. Hein. C'était où là C'était dans le Vexin. Dans le Vexin, dans le Vexin qu'on avait tourné ça à 1 heure de Paris. Ouais. Et t'avais chopé comment la caisse là? Par BMW, France. On avait demandé la voiture. Ok. Ils t'ont fait confiance et tout. Ouais, bien sûr. J'avais créé un blog en fait pour leur donner confiance. Ah ok. J'écrivais un blog, j'écrivais un petit peu avec des photos, etc. Et puis ils m'avaient dit ok, pas de souci, tiens, essaye la voiture. Franchement, encore une fois, on a la chance dans ce milieu-là d'avoir des gens passionnés et avec lesquels on a vraiment des bonnes relations, tu vois. On peut passer à la deuxième photo. Alors j'ai fait un peu de judo. C'est judo, c'est
C'est aussi une autre passion aussi. Ouais, j'en ai fait un petit peu. Ça, c'était les championnats du monde plus tôt à Miami, à Fort Lauderdale en 2016, avec un de mes copains, Stéphane. Et ouais, j'avais fait la compète. C'était assez cool. Ça, c'était avant la vie du vendeur automobile sur YouTube. Ça, c'était inside, si tu veux. Moi, je bossais déjà en fonds d'investissement à cette époque et après, j'adaptais un peu mes horaires pour m'entraîner et préparer. Donc, j'avais fait les championnats de France, les championnats d'Europe et j'étais super bien classé à chaque fois. Et donc, j'avais été sélectionné pour les championnats du monde. Ah, cool. Ouais, j'en ai fait un petit peu. T'en as fait plusieurs championnats du monde et tout J'en ai fait un comme ça. Ok. Voilà. Après, si tu veux, comme j'ai eu le choix, enfin, j'ai pas fait le choix, de ne faire que ça. Je voulais avoir une activité professionnelle. C'est un sport qui est compliqué, le judo. D'en vivre, c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est très compliqué. Okay. Vraiment, tu peux être champion du monde et ne pas gagner d'argent du tout. Malgré des sponsors et tout. Ouais. Okay. Et heureusement, c'est un peu en train de changer, notamment grâce à Stéphane Nomis, le président de la Fédé aujourd'hui, qui fait beaucoup de choses. Bah, ça me donne envie de me mettre au judo, ça. Allez, c'est avec parti. Mon petit gars, là, mes cuisses de grenouille. On va passer à la dernière image. Je sais que tu as eu aussi une chaîne YouTube sur les avions que tu as lancée en 2020. C'était quoi ce projet là? Alors attends, figure-toi que ça, on le relance. Ah ouais? La vidéo, la prochaine vidéo, elle sort la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine. Quelqu'un posait la question dans le chat tout à l'heure en plus. Ouais, bah alors ça, c'est un truc de ouf. On a lancé cette chaîne juste comme ça pour s'amuser avec mon asso. On avait essayé deux avions, des jets privés mid-size, donc taille intermédiaire, un bombardier Challenger 350 et un Embraer Praetor 600. C'est des avions qui te permettent de traverser l'Atlantique. Et en fait, il y a eu un accueil des abonnés qui a été hallucinant. Première vidéo, 350 000 vues, la deuxième faisait 1 million de vues. Et en fait, il y a eu le Covid. Et à l'époque, j'avais été contacté par tous les avionneurs aux 4 coins du monde. Ils voulaient qu'on fasse des tours du monde en avion, des trucs de dingo, tu vois. Et moi, j'avais dit ok. Tu sais, j'avais accepté. Et il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté pendant 1 an et demi, impossible de tourner dans des avions. Et là, on a relancé cette chaîne. Et maintenant, ce qu'on va faire sur cette chaîne qui s'appelle My Private Jet, on va présenter des aéronefs avec des vols quasi à chaque fois, mais aussi des aventures. Les avions qui rapatrient des gens qui sont blessés à l'étranger, des avions qui font la surveillance de lignes de tension, etc. Et c'est la semaine prochaine qu'on relance la chaîne. Et il va y avoir un peu d'avions électriques un peu dans tout ça? Ouais, alors avions électriques, figure-toi que ça existe, c'est des avions écoles. Alors tu ne peux que faire 30-35 minutes de vol, mais ça existe. Et en fait, ce qui est génial pour les écoles, c'est que le coût de fonctionnement est extrêmement faible. Pas par rapport à l'essence que tu n'utilises pas, du coup, c'est ça? Exactement. T'avais écrit dessus un peu, non? C'est à Toulouse qui font ça, la Aura, je crois. Il y a une marque américaine aussi qui s'est lancée là-dedans. C'est top. Mais tu vois, encore une fois, c'est une application très intéressante pour des avions écoles. Bah écoutez, on va passer à la suite. C'était marrant ce petit réactimage, on adore. Il y a quelqu'un qui dit ça sort les dossiers là, lol. Non, ça va, c'est des photos publiques. Je crois qu'on a déniché sur ton. Parce que sinon, ça peut avoir des problèmes. Vas-y, sur ton LinkedIn, il me semble qu'il y a 2-3 photos sur LinkedIn. C'était cool. C'est pas des dossiers. Non, ça va, c'est ok. Non, c'est très ok. Maxime Fontanier, j'étais allé chercher des trucs sur son Facebook public. J'étais remonté il y a 15 ans, quoi, des trucs à l'ancienne. C'était rigolo, quoi. Il avait fait plaisir, ça l'avait ému. Il avait été sur le cul un peu en mode vous avez bien fait le job, vous êtes allé chercher les photos un peu loin, quoi.